Mon engagement politique, tout simplement, dès les années 75-80, j'avais commencé, lorsque j'étais passé par Sciences Po, à m'occuper des questions politiques. Et j'étais vraiment insatisfait de voir tout ce qu'il pouvait y avoir, tout ce qui se disait. Et je me souviens, en 1974, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était présenté, et il avait fait à peine 1%, mais c'était le seul programme, alors que j'avais 19 ans, c'était le seul programme qui m'avait paru intéressant. Un programme véritablement nationaliste, et pour cause, puisqu'à l'époque le Front National avait été créé par des gens comme Jean Castriot, comme Joseph Barthélemy, qui étaient des anciens de l'État français. Et ensuite, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, puis en 88, j'ai été sollicité par un responsable du Front National de Bondy, la ville où j'habitais, pour aider au développement de la section, d'autant plus que ce monsieur devait partir en province pour son travail. J'ai donc repris la section, et entre 90 et 95, j'ai monté la section, on est parti à 7-8 adhérents, on est arrivé à plus de 70, et je faisais une propagande 3 fois par an, une feuille recto-verso, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, distribuée dans les 19 000 boîtes aux lettres de la ville. Ça a payé, on s'est retrouvé avec 28,5% des voix au municipal de 95, alors que les communes alentours stagnaient aux alentours de 20. Ensuite, le Front National, je n'ai jamais, quand j'ai vu le tournant qu'il prenait, je n'ai jamais trop cru à son avenir. Mais bon, j'ai amené la section municipale, on a fait nos résultats. Et après, j'ai milité à l'œuvre française, où je suis resté. Ensuite, lorsqu'il y a eu l'interdiction, j'ai relancé le Parti nationaliste français, qui avait été créé par les fondateurs du Front National, mais qui l'avaient quitté en 1980, pour recréer une nouvelle structure. Et puis à partir de là, on a eu, si on peut dire, un démembrement du PNF, du Parti nationaliste français, qui est devenu les nationalistes. Mais le Parti nationaliste français existe toujours. Et entre-temps, je me suis occupé d'écrire des livres, de la revue militante. J'ai malheureusement été obligé d'arrêter cette année parce que l'équilibre financier n'y était pas. Et puis, je suis président des Amis de Rivarol. Je travaille avec Jérôme Bourbon. Aux dernières heures de l'OTAN, il est toujours très difficile de prévoir l'avenir, surtout dans ce genre de choses. Une chose est certaine, c'est que si la Russie gagne plutôt en Ukraine, et si possible par chaos vis-à-vis de l'OTAN, il va y avoir des tensions extrêmement importantes au sein de l'OTAN et la structure risque d'éclater. Pour le reste, il est très difficile de lire ce qui peut se passer, étant donné que les membres de l'Union européenne sont tous comme des petits caniches derrière l'oncle Sam. Le régime otano-américain va, disons, non peut-être pas s'effondrer de lui-même, mais être fortement relativisé avec la montée en puissance de ce qu'on appelait dans le temps les pays du tiers-monde, qui aujourd'hui sont des pays très développés, notamment la Chine, notamment l'Inde. Et il y a inévitablement, avec la Russie maintenant qui a été stupidement chassée du camp occidental dans lequel elle voulait se fondre jusque dans les années 2000, et inévitablement il y a un rééquilibrage des rapports de force dans le monde, rééquilibrage économique, inévitablement politique, et par suite de l'agression permanente du monde occidental qui n'a pas compris qu'il n'en avait plus les moyens de s'imposer, la réaction de ces pays des BRICS, qui progressivement vont pousser ou l'OTAN et les Américains à s'asseoir à une table de négociation et à accepter de bon cœur ou de mauvais cœur, plutôt de mauvais cœur, un rééquilibrage du monde, ou alors être amenés à périr, peut-être même malheureusement à travers une guerre, un conflit mondial, parce que à chaque fois que la puissance américaine a été mise en péril, ils n'ont pas su réagir par la discussion et la négociation, mais par le bâton, par le big stick, comme disait Theodore Roosevelt. Et là, je peux dire que je retrouve dans ce comportement
un trait de caractère de la pensée talmudiste. C'est-à-dire que vous le voyez aujourd'hui avec les Israéliens, ils veulent tout dominer, ils veulent être les maîtres. Vous avez des rabbins qui disent qu'ils sont le peuple prêtre, qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Enfin, c'est une hubris extraordinaire. Et la mentalité protestante, qui a été façonnée, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Bernard Lazare, qui a écrit L'antisémitisme, son origine et ses causes, qui explique que le protestantisme n'aurait pas existé sans les juifs, quoi, les talmudistes. Vous avez cet esprit-là qui est ressorti dans le messianisme américain, qui fait que ces gens-là n'acceptent pas de vouloir partager le monde, de vouloir établir un équilibre, mais veulent toujours conserver leur position dominante. D'ailleurs, c'est au printemps, si je ne me trompe, Blinken, qui lui-même appartient à cette communauté, et qui est secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, avait dit je ne vois pas le monde être dirigé autrement que par les États-Unis. Donc nécessairement, le rééquilibrage qui va s'imposer dans la douleur et au détriment de l'Occident, des Occidentaux, qui non seulement refusent de discuter, refusent de comprendre qu'il y a inévitablement un partage du monde, et en même temps, aujourd'hui, plutôt que d'être un modèle de société, ils sont devenus un repoussoir en développant des idées qui sont, il faut le dire, satanistes. L'inversion générale en toute chose, le gender, le woke, que les nations n'existent pas, que l'étranger est supérieur au régnicole, enfin, toutes ces choses-là. Donc, inévitablement, nous allons, à moins que ça se passe par un effondrement, une implosion, et que le vide se fasse et que, on puisse repartir autrement, mais je crains qu'on aille vers une explosion. Par contre, une explosion qui, pour nous, sera une délivrance. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, le monde occidental, qui n'est plus le monde occidental chrétien, qui n'est plus la chrétienté, qui est un monde dominé par le judaïsme politique, et par ces émanations que sont la maçonnerie, son bras armé, qui est le système financier international, tient les peuples d'Europe, les peuples chrétiens, helléno-chrétiens, je ne dirais jamais judéo-chrétiens, mais je dirais helléno-chrétiens, les tient sous une domination, sous un joug dont ils doivent se délivrer. Et je dis se délivrer, le mot est important, parce qu'on emploie toujours le mot libérer. Je ne pense pas que la Pologne a été libérée par les Soviétiques en 1945. Je ne pense pas que nous-mêmes ayons été libérés par les Américains qui parlaient d'invasion de l'Europe en 1944. Nous n'avons fait que de changer d'occupant. Donc je parle de délivrance, comme Jeanne d'Arc parlait de délivrer Orléans et de délivrer la France. Comment expliquer la soumission de la classe politique ? Alors, on peut déjà dire qu'ils n'ont rien compris au problème. Il y en a certains qui n'ont rien compris, sont des idiots utiles. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire carrière et qui pensent que il vaut mieux avancer en se soumettant aux puissants du moment et en mettant ses propres idées dans sa poche pour essayer d'être utile. Beaucoup de gens agissent en politique en pensant être utiles, sans se rendre compte qu'ils desservent même le pays qui, en principe, ils servent. Et vous en avez une partie, par lesquels on peut citer tous les young leaders comme Macron, qui, eux, ne croient plus dans la nation, pensent que l'avenir, c'est dans un État mondial, et pour commencer, un État européen. Macron l'a dit plusieurs fois, la souveraineté française se trouve en Europe, elle ne se trouve plus en France. Alors vous avez des gens donc qui croient vraiment que le mondialisme est l'avenir et que la dissolution des nations est finalement aussi l'avenir, en gros, est le bien des nations. Leur disparition est leur bien. C'est ce qu'il faut voir. Donc comment l'expliquer ? Alors vous avez des gens qui lancent des idées, d'autres qui sont là pour faire carrière, d'autres qui n'ont rien compris et qui pensent être utiles, qui avancent. Et ensuite vous avez l'effet moutonnier et surtout l'effet de lâcheté.
Parce que vous avez les gens, lorsqu'ils commencent à comprendre, ils ne veulent pas remettre en cause leur position, ils ne veulent pas remettre en cause leur petit train-train quotidien et leur petite rente de situation, et eh bien, ils trahissent fondamentalement le pays qu'ils sont censés servir. Cette trahison est organisée par des gens qui, eux, savent très bien qu'ils trahissent. Voilà ce que l'on peut dire. Et ce qui explique que ces gens-là, pour défendre aussi leur position, sont prêts à accepter n'importe quoi. Aujourd'hui, il est quand même assez terrifiant de voir que, on pourrait dire 99% de la classe politique française soutient le massacre des Palestiniens par l'entité sioniste. Lorsque vous avez les Juifs qui ont été tués au moment de l'affaire du Hamas, c'est un fait, mais on a critiqué on a injurié comme les pires assassins qui soient les Palestiniens. Aujourd'hui, il y a 50 000 morts à Gaza du fait des Israéliens. On a peine à entendre des gens qui émettent une critique semblable. Donc vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, la France, il faut bien comprendre les choses. Vous avez dans un système, une société, vous avez 3 degrés, si on veut dire, 3 niveaux d'état. Vous avez le niveau spirituel, qui insuffle la vie, l'âme d'un pays, d'une société. Vous avez l'étage intellectuel qui, lui, rationalise tout ça, le met en forme pour le rendre vivant au quotidien. Et le 3e étage, c'est le matériel. Le niveau qui permet de faire vivre la vie courante. Et le niveau spirituel, lui, est représenté par un élément actif qu'on appelle un magistère. Vous avez eu pendant des siècles le magistère de l'Église qui a insufflé la vie à l'Europe. C'était la chrétienté, l'Europe chrétienne. Aujourd'hui, vous avez un magistère, c'est le magistère du judaïsme politique, qui lui insuffle la vie, mais à une autre Europe. Et d'ailleurs, vous remarquez une chose, tous les ans, le dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, ça vient le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer lorsque vous voulez faire partie du monde politique, ce que l'on appelle en gros, ce que Macron appelle l'arc démocratique. Vous ne pouvez... Ils se précipitent tous, ils se marcheraient sur les pieds pour y aller. Et pourtant, l'entrée du couvert n'est pas donnée. C'est des milliers d'euros, souvent. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, toute la classe politique est soumise à ce magistère du judaïsme politique qui les finance, qui les sélectionne et qui ne donne la parole qu'à ces gens-là. Donc inévitablement, des contempteurs de ce système resteront toujours à la marge, seront vilipendés, seront diabolisés, et ça permet au système en place de se maintenir autant que la tempête ne sera pas suffisamment forte pour le balayer et le renverser. Alors, c'est effectivement un des aspects de la trahison, de notre classe politique, qui n'est plus nationale mais antinationale, c'est ce soutien inconséquent à l'immigration, à l'invasion migratoire. Alors déjà, maintenant, ils vont s'abriter derrière le fameux pacte de Marrakech sur l'immigration qui dit en quelque sorte aux migrants qu'ils ont le droit de venir chez nous, de s'installer, de tout prendre et nous de nous taire. Je résume, je simplifie, mais ça revient à ça. Et pour eux, ils ont tellement été formatés intellectuellement qu'ils n'arrivent pas à imaginer que l'on puisse empêcher une immigration de masse, sauf si elle devient véritablement trop submergente, évidemment, parce qu'à ce moment-là, ils ne pourront même plus respirer eux-mêmes. Mais ça ne les gêne absolument pas. Et s'ils veulent faire carrière, ils sont obligés de tenir ce discours. Donc ils le tiennent. Ce sont des gens qui voient à court terme, qui voient pour leurs intérêts personnels. L'intérêt de la France, ils n'en ont rien à faire. Vous savez, c'est bien de faire carrière, c'est bien de se montrer à la télé, c'est bien de bien vivre. Mais ces gens-là eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que d'être français, ne savent pas ce que c'est que la France. La France est un pays d'origine blanche, enfin indo-européenne, si on veut dire globalement, de culture celte, hellénisée et latinisée, et christianisée. La France s'est constituée à partir de ce noyau de population
et qui est resté quasiment invarié depuis le 5e siècle. Et aujourd'hui, on nous amène des masses entières de gens qui sont là uniquement pour brouiller notre destin culturel et ethnique, et qui, en même temps, sont là pour nous détruire. Alors, il y en a qui poussent ces masses migratoires à venir parce qu'ils veulent nous détruire. Ils sont très contents de voir les peuples blancs, les peuples européens disparaître. Mais vous en avez d'autres qui, eux, une fois de plus, sont des idiots utiles, qui ne se rendent pas compte de la chose et qui pensent qu'avec les fameuses idées chrétiennes devenues folles de Chesterton, qu'un homme est un homme et que tout le monde est remplaçable. Que vous pouvez amener, 100 000 Hottentots chez nous, vous allez en faire des Français d'une génération. Il faut remarquer une chose, c'est que ce sont des professeurs d'énergie, des professeurs de combat, tous ces chefs du Hamas ou du Hezbollah, qui, sachant très bien que leur vie était mise à prix, que du jour au lendemain ils pouvaient disparaître, ont continué leur combat, parce que là, ils avaient mis au-dessus d'eux-mêmes un idéal plus grand qu'eux-mêmes, l'idéal de leur cause, l'idéal de leur pays, l'idéal de leur peuple. Et ça, c'est une leçon pour nous autres, c'est une leçon d'énergie que d'ailleurs la plupart de nos dirigeants politiques dans les siècles passés ont pu avoir, quelles que soient les idées d'ailleurs qu'ils aient pu avoir. Mais ils considéraient que leurs idées étaient plus grandes que leur vie elle-même. Et ça, les Israéliens ont beau massacrer tous ces gens-là, il va en ressortir d'autres. Il va en sortir d'autres. Parce que de toute façon, vous tuez un héros, vous en fabriquez deux ou trois derrière, dans n'importe quel camp. Vous savez, la graine des martyrs, à l'époque romaine, les martyrs, ça convertissait, le sang des martyrs convertissait. Là, nous sommes dans le même processus. Et là encore, en Israël, s'il y avait une politique bien comprise, il faudrait qu'ils sachent s'arrêter là où il faut. Mais s'ils ne s'arrêtent pas, eh bien un jour ça leur retombera dessus, d'une manière ou d'une autre. Mais à mon avis, ils ont déjà prévu une position de repli. Si jamais les Israéliens devaient quitter l'entité sioniste palestinienne, ils ont une position de repli en Ukraine. Qu'a dit Zelensky ? L'Ukraine est un nouvel Israël. La plupart des fondateurs de l'État d'Israël, de l'entité sioniste palestinienne, venaient de ces régions-là. Donc pour eux, il n'y a pas trop de problème d'y retourner. L'actuel un ministre de Netanyahou, Smotrich, il vient directement d'Ukraine. Mais là encore, vous avez la démesure de vouloir à tout prix créer cet Israël du Nil à l'Euphrate. C'est totalement contraire aux rêves les plus fous, étant donné les rapports de force de population. C'est vouloir provoquer la guerre mondiale à la planète entière. C'est penser que si eux ils avancent, les Américains, les Occidentaux vont les seconder, vont aller mourir pour eux, pour chasser tout le monde. Mais c'est apocalyptique, c'est dément. C'est dément, c'est diabolique, c'est satanique des idées pareilles. Mais bon, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais là, nous avons affaire à des fauteurs de guerre et à des gens qui n'ont pas toutes leurs raisons. Sur les chrétiens, eh bien déjà, si en Palestine, les Palestiniens, il y a déjà quelques chrétiens, c'est quand même une minorité, mais il y en a quand même 5 à 10%, je ne sais plus trop. Au Liban, vous en avez, mais là, les Israéliens n'en ont rien à faire. Pour eux, ce sont des dégâts collatéraux, ça ne compte pas. En Ukraine. Alors là, vous avez les orthodoxes qui sont pro-russes, qui sont rattachés au patriarcat de Moscou, et de l'autre côté, vous avez des orthodoxes, mais surtout des catholiques galiciens,
qui sont à la base, disons, du nationalisme ukrainien et qui veulent à tout prix chasser les orthodoxes. Alors ça, ce sont des conflits qui remontent à il y a très longtemps, mais personne ne cherche à les apaiser. Et surtout, personne ne s'indigne de voir les chrétiens orthodoxes en Ukraine, disons, persécutés, chassés de chez eux, alors qu'ils y sont. Quand même, le berceau de l'orthodoxie russe, c'est quand même Kiev. La grande loge de Kiev, c'est le berceau de l'orthodoxie russe. Et là, ce qui est scandaleux, c'est que personne ne s'indigne, personne ne réagit.